lundi, Paul Biya est l'homme qui apparaît pratiquement sur toutes les couvertures des journaux qui ont émis à notre disposition ce matin. Et naturellement, Cameroun Tribune, le média capitaux public, en fait sa grande une. Il parle de l'entrée en campagne du président de la République sous de nouvelles auspices. Le cap, un nouveau est dressé, même si la vision, elle, est plus ancienne. Une vision qui s'appuie sur son manifeste publié en 1987 pour le libéralisme communautaire, qui est un peu comme la Bible des différents septennats qu'a utilisé, du moins, qu'a obtenu le président de la République depuis tout ce temps. Pour le libéralisme communautaire, dans les lignes, en réalité, un vaste projet de développement du Cameroun qui devrait le conduire en 2035 à son émergence. Alors, une version rééditée de ce livre, de ce manifeste, a été depuis lors mis sur le marché au grand vu et au grand su de la communauté nationale afin de repréciser la pensée du chef de l'État, une pensée de grandeur pour le Cameroun. D'ailleurs, l'Action, que vous connaissez certainement, qui est un journal pro-RDPC, revient sur la profession de foi du candidat du RDPC. Celui-ci qui se met en campagne avec pour ambition de poursuivre la longue lutte qu'il a engagée jusqu'ici afin de mener jusqu'à leur terme les différents projets structurants qui ont émergé justement de sa vision et qui, au fil du temps, se sont renforcés avec des défis sécuritaires, des défis économiques endogènes, mais aussi exogènes. Le président de la République n'a pas manqué dans ses derniers discours de faire évocation de tous ces défis majeurs qui résulteraient des changements géopolitiques, de la situation instable dans certains pays, dont le Cameroun malheureusement est encore agrippé et qui ne saurait être exempt des différents remous économiques et même politiques que ces pays subissent. En tout cas, cette profession de foi intervient alors que l'escadron de campagne des différents candidats se met en place du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble du territoire national. Ils sont aux portes afin de convaincre le maximum d'électeurs pour un plébiscite, on l'espère pour certains, le 12 octobre prochain. Parlons à présent de ce slogan de campagne. Oui, il nous a habitués avec des sorties fortes, avec des slogans qui rassemblent, des slogans qui donnent le ton. Et pour le prochain septennat, si d'aventure mandat lui est donné, Mademoiselle Ngoumbé, ce sera grandeur et espérance. Donc après le mandat des grandes réalisations, on passe donc au mandat de la grandeur et de l'espérance. C'est en tout cas le slogan sous lequel et sous la bannière duquel s'aligneront des vagues massives de campagnards qui iront à la conquête donc des électeurs et des voix. En fait, ce slogan qui enflamme la toile aujourd'hui est décrit par Libération Plus ce matin comme l'un des plus prometteurs, mais aussi des plus engageants. On attendait au tournant, justement, le président de la République, après le mandat des grandes ambitions, celui des grandes réalisations. Voici donc venu le temps de la grandeur et de l'espérance. Espérance qu'il faut dissocier de espoir. Je fais rapidement cette précision syntaxique pour rappeler que l'espoir, en réalité, ce sont des promesses qui ne sont pas sûres d'être réalisées. Quant aux espérances, c'est la certitude avérée que ce qui est dit va être fait. Donc, c'est ce slogan qui est sorti des cages intellectuelles du Rassemblement démocratique du peuple camerounais épouse véritablement, on va dire, la rééditation du libéralisme communautaire qui, comme je le disais, est en quelque sorte la Bible qui dicte les projets, qui dicte la ligne de conduite du président de la République et partant de son régime. On reste en politique pour parler de quelques autres candidats. En tout cas, Émergence ce matin revient sur la sortie de Maurice Kamto qui, on l'attendait, une consigne, on attendait de lui, du moins quand je parle de on, je parle d'une certaine partie de la population, attendait une consigne de vote. Eh bien, que nini, aucune consigne de vote n'a été donnée, si ce n'est de renvoyer les électeurs à leur propre choix, à leur conscience et à leur maturité politique. Il faut rappeler que Bello Bouba Maïgari, président de l'UNDP, engagé dans cette présidentielle, ainsi que son comparse de l'autre côté de la rive du Benoué, de la Benoué, Issa Tiroma Bakari, n'ont pas réussi à s'entendre sur un projet commun, n'ont pas réussi à s'entendre et à se greffer sur une vision commune et partant, iront donc en mode épars et cingletons à cette présidentielle. Du coup, ça tombe un peu sur le fait qu'Amto a donc décidé de ne donner sa voix à personne
ou à tout le moins de n'engager aucune voix des personnes qui le soutiennent derrière l'un ou derrière l'autre. Il les renvoie donc dos à dos, estime émergence. Chacun devra se battre pour convaincre son électorat à lui et donc réussir à s'attitrer le plus grand nombre de voix. On reste en politique avec ce monsieur qui est particulier dans ses analyses et dont les sorties ont souvent été à la fois dithyrambiques pour le président de la République, mais très acerbes pour les membres de son parti. Il s'agit du professeur Missanga Nyamding, qui a d'ores et déjà été exclu du parti, mais qui continue à acclamer haut et fort qu'il est un biaïste. Ces propos ont été recueillis par la Météo Hebdo ce matin. Pour le professeur, l'homme de droit et l'intellectuel, la victoire de Paul Biya est presque une certitude. Alors il dresse ce portrait et sort cette bombe à la suite de l'observation de la scène politique. Il estime que le président de la République n'a pas de véritable challenger, d'autant plus que les partis de l'opposition n'ont pas réussi à se mettre de concert et à parler d'une même voix. Cela faciliterait un peu plus la reconduction du président de la République à son poste. Et ce serait un mandat, une disgrâce, une trahison même, si d'aventure le président de la République était réélu. C'est en tout cas ce que pense Christopher Fomuyos. C'est un autre intellectuel camerounais, désormais membre actif de la société civile. Il s'est exprimé, lui, dans les colonnes du journal Mutation. Il revient justement sur des voix qui sont sorties et une lettre qui a été rendue publique par un autre ex-turiféraire du régime. Il s'agit de Gaga Manadi, qui a été le premier ministre de Paul Biya à démissionner, mais qui rappelait justement il y a quelques semaines encore que Paul Biya reste le meilleur risque et que de toute manière, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en vaille, ce sera le dernier mandat du président de la République. Et donc, on devrait le lui accorder comme ça, par compassion, par reconnaissance, mais en tout cas, on devrait le lui accorder. Alors, la réponse n'a pas tardé. Christopher Fomuyos, qui lui également fait partie de la fine fleur de l'intelligentsia camerounaise, estime que si d'aventure le président de la République remportait ces élections, fût-ce même par la voie des urnes, ce serait tout simplement une trahison, parce qu'il appellerait ce mandat un mandat de grâce. Donc, le peuple aurait peut-être écouté Gaga Manadi et redonné leur voix et leur confiance au président de la République, non pas parce qu'il s'est montré performant et compétent dans la charge qui lui est confiée, mais tout simplement parce que le peuple voudrait lui dire au revoir et merci. Alors, est-ce que ce sera une course de santé pour le régime en place? Le RDPC bat-il à ces élections en conquérant dans un territoire déjà acquis à sa cause? Peut-être pas. En tout cas, c'est le témoin ce matin qui revient sur le meeting qu'a tenu le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dirigé par l'honorable Cabral Libi. Alors, pour le chiffre, c'est 25 000 personnes qui auraient répondu à l'appel de ce grand meeting tenu sur les berges du Vouri, c'était à Bépanda. Il faut rappeler que ce meeting a failli bien ne pas se tenir, car les différents sites d'implantation qui avaient été sollicités par le PCRN et qui leur avaient été accordés préalablement ont été à la dernière minute révoqués pour des raisons fallacieuses, estiment certains cadres du PCRN. On a parlé d'une réservation en dernière minute d'un autre parti, l'UNDP, pour le citer. En tout cas, le meeting s'est quand même tenu ailleurs, dans un site délocalisé, et la démonstration de force qui a été remarquée pourrait faire croire que ce ne sera pas une balade de santé pour le parti au pouvoir, comme pour tous les autres partis. Voilà, il paraît que le Molinex a été mis en marge et puis un réseau de fraude a été démantelé par le MINAT. Si pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun, il faut savoir que c'est un qualificatif qui colle depuis lors au ministre de l'administration territoriale, Paul Ntangandi, qui s'est donc mis en œuvre pour le respect scrupuleux de la légalité. Les élections se passeront en toute clarté et sans fraude. Il vient de démanteler, je préfère utiliser le conditionnel, de démanteler donc un réseau de fraude sans détour, justement, s'installe dans cette vaste opération qui aurait conduit à la saturation des réseaux sociaux par des messages de victoire annonçant un candidat gagnant avant même que les résultats n'aient été proclamés par l'organe en charge Elections Cameroun et confirmés par le Conseil constitutionnel. Alors, pour ce plan mafieux, le détail est donné par Info Matin ce matin, qui revient sur cette interpellation de quelques jeunes qui avaient en leur possession 300 téléphones offerts par un membre de l'opposition, candidat à cette présidentielle, et qui avait pour consigne, au soir du 12 octobre, avant même que le dépouillement ne soit terminé, de saturer donc leurs différentes pages digitales en annonçant
un candidat en particulier vainqueur. Un candidat, ça tombe sous le sens qu'il leur aurait fourni donc ses téléphones et ses consignes. Alors, le soir revient sur la tolérance zéro. Qui ressort du discours, on va dire, plein de verve du ministre de l'administration territoriale, qui, avant même le lancement de cette campagne, prévenait que les yeux seraient grands ouverts, les oreilles aussi, tout autant, pour que tout se passe sans anicroche. La légalité, le respect de la loi devra être de mise et toute personne qui voudrait se mettre en travers subira tout bonnement le courroux de cette loi qui s'abattra tel un couperet sur quiconque. D'ailleurs, le jour revient sur cette mise en garde qui a des allures même de menaces. Des interpellations prochaines seront faites. S'il est vrai qu'on ne connaît pas encore le sort de ces 300 jeunes qui, dit-on, sont passés aux aveux en précisant justement qu'ils avaient voulu être instrumentalisés par un candidat de l'opposition, lequel non plus n'a pas été mentionné dans les différentes dépositions. Il n'en demeure pas moins que les enquêtes du ministère de l'administration territoriale, de concert avec les autres services déconcentrés en rapport avec la défense et la sécurité du territoire national, continuent leur bon train et des interpellations pourraient donc subvenir au bout et à la solde de ces différentes enquêtes. On sort de cette page politique avec cette actualité, mais un peu décalée à la sauce Réalité Plus. Il nous a habitués dans ce ton-là. C'est notre confrère Paul Gouari-Kindi qui demande tout bonnement à tous ceux qui voudraient se jouer au plus malin lors de ces élections en usant de fraude et de malice, qu'ils seront tout bonnement rattrapés par celui que vous avez appelé le Moulinet. C'est le ministre de l'administration territoriale. On sort de cette revue de la presse avec deux informations éclectiques. Toujours la première, Atangandi qui est accusé de violer la loi. Ça, c'est la nouvelle expression qui revient là-dessus parce qu'on l'a revu lors de cette dernière sortie, notamment lors de sa réunion de crise, au vu d'examiner la situation sécuritaire et l'état d'avancement des préparatifs pour le scrutin présidentiel du 12 octobre lorsqu'il était à Douala. Il a fustigé certaines sorties à la fois des candidats de l'opposition en précisant qu'Elections Cameroun ne reconnaîtrait aucun candidat de consensus ou de large consensus. Alors, se substituerait-il à l'institution qui est censée apporter et réguler, si ce n'est réglementer même les élections au Cameroun? La société civile dit oui et donc dénonce le fait que Atangandi outrepasse largement ses droits et ses prérogatives, même s'il est vrai que le ministre de l'administration territoriale est le président du comité d'organisation des élections dans un pays ou dans le Cameroun, au Cameroun en particulier. On sort de cette revue de la presse, je le disais donc, avec ces deux informations, c'est en économie. Et on commence avec la nouvelle qui revient sur la mise en service de la mine de Bipindi Grand Zambie, qui a été inaugurée il y a quelques jours par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est une mine de fer. On rappelle que c'est à quelques encablures de Kribi, dans la région du Sud, le département de l'Océan, et la nouvelle de dire que la vision du président de la République pour le développement du secteur minier est une vision de fer, une allégorie faite justement à cet important lot de fer qui sera donc exploité dans la localité de Bipindi, Grand Zambie. On reste en économie avec ce point noir de notre économie ce matin, le chantier naval qui a été mis en service en 1988. Alors, je précise la date parce qu'il y a une sorte de chronologie et même, on va dire, de lien entre du libéralisme, pour le libéralisme communautaire qui, comme je le disais d'entame, est en quelque sorte la vision du chef de l'État pour le développement du pays. Et l'année suivante, on a donc créé ce qu'on appelait le SNIC, c'est le chantier naval et industriel du Cameroun, qui dans ses prérogatives était censé réparer les bateaux de la flotte camerounaise et s'occuper de tout ce qui concerne les chantiers navals justement. Mais voilà, le chantier naval, rien ne va plus. Depuis 18 mois, le personnel n'est tout bonnement pas payé et ça s'entend car les différents chantiers, les différents travaux, les différentes prestations de services ne lui sont plus accordés. La marine nationale ne dispose pas suffisamment de bateaux pour maintenir cette institution sur l'eau. Et donc, on peut entendre le cri de désespoir et de détresse de ces salariés qui réclament environ 2 ans d'arrêt de salaire. Voilà, c'était ça pour la revue de la presse. Nous allons prendre le décryptage juste après cette transition.
semaine des élections présidentielles prévues au Cameroun le 12 octobre 2025. Nous espérons une opposition assez puissante qui va réussir à bouger le RDPC, qui a déjà ses racines bien ancrées dans le sol politique au Cameroun. Là, nous parlons à présent du maître Akeremouna, qui s'est officiellement retiré de la course électorale pour s'allier à Bello Bouba Maïgari. Est-ce que vous pensez que les voix de Akeremouna seront assez musclées, mélangées avec ceux de Bello Bouba Maïgari pour compétir ou alors se placer face à face avec le RDPC? Alors, il faut savoir déjà que ce n'est pas une grande surprise, la position actuelle de Maître Akeremouna, qui était le candidat du parti Univers. Le parti Univers, je fais cette digression, qui est quand même un pourvoyeur de candidats, on va dire, assez sérieux. Vous vous rappelez qu'en 2018, le parti Univers était le parti qui investissait Cabral Lévy comme son champion, et Cabral Lévy, pour une première, a fait d'un coup d'essai, un coup de maître, en sortant quand même troisième à cette présidentielle avec un suffrage de plus de 6%. Et vous le savez, dans la Constitution, dans le code pénal, code électoral, il est prévu que si un candidat réussit à avoir au moins 5% dans une élection présidentielle, sa caution lui est reversée, lui est rendue. Donc, Cabral Lévy a quand même réussi à tenir les paris et même peut-être à déjouer les pronostics en 2018. Et il était accompagné donc par le parti Univers. Cette année, le parti Univers a choisi comme cheval de bataille un certain Maître Akeremouna, et vous le disiez tout à l'heure, Maître Akeremouna s'est désormais rallié au président de l'UNDP, candidat à la présidentielle, Bello Bouba Maïgari. Ce n'est donc pas une véritable surprise, car en 2018, puisqu'il faut reconvoquer encore les faits historiques, ce même Akeremouna s'était retiré pour accorder sa candidature, ou alors pour accorder son vote et son droit de vote à un autre candidat. D'ailleurs, cette année, on se demandait à quel moment Maître Akeremouna se désisterait, mais surtout en faveur de qui? La balance était assez défavorable vis-à-vis du Issa Chiroma depuis que des dissensions véritables dissensions profondes soient apparues entre les deux natifs de la Benoué, dans la région du Nord, Garo en particulier. Et donc, on se demandait où est-ce que Akeremouna retrouverait de la confiance. La nouvelle est donc tombée il y a quelques jours. C'est du côté de l'UNDP qu'il estime avoir le plus de chances de faire implémenter sa vision pour le Cameroun, même si celle-ci doit se greffer à une autre vision. Cette coalition n'est pas faite uniquement de l'UNDP et du parti Univers, mais également d'un autre qui a été d'ailleurs le premier à rejoindre l'UNDP. Il s'agit du candidat Ateki Seta Claxton, qui lui également est un candidat investi par notre parti, le PAL naturellement, et qui va donc au-devant de la scène ce matin derrière le président de l'UNDP. Ça lui fait donc deux factions qui l'accompagneront lors du scrutin présidentiel. Mais de quel ordre, de quel poids sont ces deux factions? La question se pose avec une certaine acuité et la réponse, elle va tomber sous le sens aussi. Il ne faudrait pas chercher midi à 14h pour savoir que les deux nouvelles coalitions, c'est-à-dire les deux personnages qui se greffent au président de l'UNDP, en réalité ne lui offrent pas une plus grande audience ou une plus grande popularité. Tant est-il vrai que ces candidats eux-mêmes ne jouissent pas de cette popularité et ne drainent pas forcément des milliers derrière eux. Je pense que c'est une alliance plutôt tactique, car les deux candidats qui se sont greffés à l'UNDP sont d'une région en particulier qui pourrait constituer un challenger sérieux à un autre parti de l'opposition et partant même peut-être au parti au pouvoir. Il s'agit de des deux régions du Nord et du Sud-Ouest. Là-bas, il y a des challengers sérieux, notamment le SDF, dont le bastion normalement est Bamenda, donc le Nord-Ouest. Il faut rappeler que c'est à Bamenda que le SDF a vu le jour, c'est son berceau. C'est à Bamenda que le président, le chairman Joshua aussi a annoncé déjà son intention de candidature, et c'est à Bamenda qu'il a lancé sa campagne. Donc c'est assez révélateur du fait que le SDF veut reprendre ses racines et veut récupérer le bastion qui lui avait peut-être un peu échappé, celui de Bamenda et partant de la région du Nord. Ateki est plutôt de l'autre côté, de l'autre versant du Mont Cameroun. Il est du côté du Sud-Ouest. Là également, on sait qu'à cause de la régionalisation et du vote qui pourrait être communautarisé, des populations voteront massivement un candidat qui leur ressemble, avec des spécificités culturelles qui leur sont propres et linguistiques.
pour dire les choses simplement, ils seraient enclins à voter un peu plus un ressortissant de chez eux. Et je pense que Bello Bamagari, qui ne peut pas assurer le maillage territorial de l'ensemble du territoire camerounais, voudrait quand même étendre ses tentacules et tenter de grappiller quelques voix dans ces deux régions. D'où, naturellement, la coalition entre lui et à la fois Akeremona et Ateki. Maintenant, oui, vous voulez relancer? En parlant de cette coalition entre Bello Bamagari et Akeremona, Elie Lobé, qui avait porté sa voix pour Akeremona, a tout simplement retiré sa voix pour Bello Bamagari. Alors là également, ce n'est pas une grande surprise quand on voit et quand on lit la trajectoire du candidat Elie Lobé. Parce que justement, dans ses prises de position récentes, mais dans une, on va dire, une logique plus profonde et transcendantale de l'être Elie Lobé, il était pour la rupture et il pensait que cette rupture passerait par un homme qui ne se, on va dire, un homme qui ne peut pas être corrompu. Et les différentes positions de Akeremona, notamment son combat contre la corruption avec les dénonciations de l'affaire Glencore, ont rassuré Elie Lobé que voilà un homme qui pouvait tenir sur ses principes malgré le poids du pouvoir et de tout ce qui l'entoure. Donc je pense que Elie Lobé est un peu déçu du fait que ce soit lui qui s'aligna derrière le président de l'UNDP. Mais s'il faut convoquer les chiffres qui là encore sont assez subjectifs, en termes de poids politique, le président de l'UNDP est largement au-dessus d'Akeremona. La preuve, c'est qu'Akeremona n'a même pas un parti politique à lui. Et s'il n'a pas un parti politique, ça veut dire qu'il n'a pas d'ancrage sociologique et axiologique qui lui permettrait de porter à la fois et par lui-même ses ambitions politiques. En 2018, c'était le cas. Il s'est fait accompagner par un parti. En 2025, c'est encore le cas. Il s'est fait accompagner par un autre parti. Donc, on peut bien comprendre que, vu à toute analyse sérieuse et objective faite, l'ex-bâtonnier a compris qu'aller seul à cette élection, fût-ce avec un parti qui est déjà assez connu quand même sur le territoire national à cause de ces faits d'armes dont j'ai fait évocation tout à l'heure, ce serait peine perdue et peut-être il n'aurait pas véritablement d'impact. Alors qu'ici s'aligne derrière un parti qui a déjà une certaine ancrage sociologique. Il faut rappeler que l'UNDP est le seul parti de l'opposition qui a réussi à avoir un conseil régional, le conseil de la Demawa. Dans le reste, c'était plébiscite pour le RDPC. Donc il a déjà un certain... L'UNDP a déjà un certain ancrage politique avec des voix et des électeurs bien définis. Il cherche à élargir cette assiette électorale et partant de plébiscite dans des régions clés. Et je pense qu'au-delà du choix et de la stratégie politique se cache également une vision qui s'est rassemblée à certains points. Parce qu'il faut rappeler que dans le manifeste du UNDP, le président Bello Bamagari dit pouvoir régler la crise anglophone en 100 jours. C'est-à-dire que les 3 premiers mois qui, dans l'intelligence politique, sont en réalité, les 100 premiers jours d'un président sont en réalité la période pendant laquelle on juge et on jauge de la qualité du président. Donc, il estime que pendant les 100 premiers jours à la présidence, il réussira à mettre un terme à la crise anglophone. Et je pense que ça a parlé au cœur de Akeremona, qui milite également en faveur de cette cessation des conflits dans les régions jumelles du Nord et du Sud-Ouest. Que va-t-on donner cette coalition? Est-ce qu'elle pourra peser fort dans la balance, à la fois pour rivaliser avec les autres partis d'opposition, mais surtout avec le grand adversaire qui est le RDPC, qui, soit dit en passant, lui également s'est entouré de partis alliés. Le RDPC reste très ancré dans la partie septentrionale. Vous savez que l'électorat, en termes de poids, a migré cette année. En 2018, c'était l'extrême nord et la région de Maroua en particulier qui constituait le plus gros de l'électorat en termes d'inscrits et de personnes détenant une carte d'électeur. Selon les chiffres de Elections Cameroun, désormais, ça a migré vers la partie sud du pays, le grand centre. En littoral vient en tête des candidats inscrits, le centre en second et l'extrême nord en 3e position. Et dans ces 3 régions clés, le RDPC a un ancrage politique assez important. Donc est-ce que cette coalition, même si elle arrive sur le tard, pourra déjouer les pronostics? Je dirais qu'on a hâte d'être aux 12 pour le savoir. Et puis pour sortir rapidement, LGMD, avant que vous ne partez, il y a Wilfried Ikanga qui est partisan du MRC qui a fait une sortie affirmant que Issa Tiroma Bakary serait un pion
du RDPC. Est-ce que c'est ça qui explique pourquoi Maurice Kamto a dit he will not be behind any candidate, any political candidate in the presidential race for Alors, October 12th? Wilfried Ekanga, je ne sais pas quelles sont ses sources, ni s'il est dans le secret des dieux ou pas, mais ce sont des théories qui ont été avancées ici et là par certains analystes de bon ou de mauvais aloi. D'ailleurs, Wilfried n'est pas le seul. Hein. S'il est vrai que lui, il a fait une sortie assez péremptoire en affirmant que le candidat du FSNC serait un pion du régime. De manière plus subliminale, un artiste que vous connaissez et dont vous suivez peut-être les musiques avec entrain, Richard Bona, lui également s'est interrogé du fait que les mobilisations populaires suscitées par le président du FSNC ne soient pas bloquées curieusement par la police, alors que sur l'ensemble du territoire national, l'UNDP a dû montrer les muscles pour tenir ces différents meetings. Le PCRN aussi. Le PCRN aussi, ça c'est l'un des partis les plus ostracisés sur le territoire national. Et pourtant, meeting après meeting, le FSNC d'Issa Chiroma Bakary a tenu sans encombre, sans abâche, on n'a même pas une petite égratignure, même verbale, des membres des forces de sécurité, de l'ordre de sécurité. La dernière en date, mobilisation, c'était à Bafoussa, où une marée humaine est sortie accueillir et scander le nom de Issa Chiroma. Donc, devant toutes ces manifestations, qui en réalité sont des manifestations de la démocratie et de ses principes fondamentaux, qui sont notamment la libre expression, le musicien, l'artiste s'interroge. Comment et depuis quand on permet à un parti de l'opposition, très grand rival, entre guillemets, du parti au régime, de se mouvoir aussi librement? Donc, de cette analyse, Wilfried Ekanga croit être bien informé de dire que Issa Chiroma Bakary serait un pion du régime. Il n'en demeure pas moins que d'autres analyses qui vont dans le sens de dans l'orientation justement de cette pensée, voudraient que le fait que le candidat consensuel, vous savez que c'est une idée qui est apparue à quelques jours seulement du lancement de la campagne, du lancement officiel, a été portée par une association qui a à son sein, donc qui a à sa tête même, présidente d'un parti qui avait introniser un autre dans des conditions assez bizarres. Vous voyez de qui je veux parler. Alors, aujourd'hui, que ce soit cette organisation qui, malheureusement, à cause de ces différents faits d'armes, a perdu un peu de crédibilité, qui est affirmé que Issa Chiroma Bakary serait le candidat consensuel, quand bien même, selon les autres candidats, il n'a consulté personne ou presque personne. Alors, tout bonnement, naturellement, les commentaires pourront aller bon train en accusant à tort ou à raison Issa Chiroma Bakary de collaborer avec le régime. Alors, le 12 octobre, nous dirons, let's wait and see. Thank you so much, El Jérim, pour ce décryptage et ces revues de la presse. Nous poursuivons notre programme. Rappelons la